Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Notre interrogation du jour, pétrole et dollars, l'Ukraine, le va-tout des États-Unis d'Amérique. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Eh bien, mesdames, messieurs, avec l'opération militaire spéciale en Ukraine, les États-Unis sont-ils en train de jouer leur va-tout sur le terrain ukrainien? Les États-Unis, qu'il y a encore quelques années se prenaient pour les maîtres du monde, sont-ils finalement en train de perdre ce statut? Et pour tenter de survivre, eh bien, ce pays qu'on appelle l'oncle Sam veut noyer toute l'Europe pour se faire passer pour une grande nation. Une question, cependant. Avec la perte de puissance des États-Unis, est-ce la fin finalement de l'Occident? Eh bien, aujourd'hui, tous les experts en géopolitique s'accordent sur une même chose. Et d'ailleurs, s'accordent sur une seule et même conclusion. L'Occident joue sa survie en Ukraine. Et les États-Unis sont donc obligés de financer cette guerre en Ukraine pour lui donner du poids. Les États-Unis pensaient détruire la Russie pour montrer aux yeux du monde son hégémonie et ainsi pousser la Chine vers la sortie, mais surtout vers la seconde ou la troisième place de l'économie mondiale. La guerre, qui ne devait durer que quelques jours, dure depuis des mois et entraîne avec elle des conséquences pour les économies européennes et surtout américaines. Voilà pourquoi nous nous interrogeons nous aussi. Pétrole et dollars, l'Ukraine, le va-tout des États-Unis. Eh bien, pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendom, homme politique et panafricaniste de la première heure. Patient Parfendom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jocelyn-Goss. Bonjour à nos nombreux téléspectateurs à travers le monde, à tous les Africains dignes qui sont au taquet, si je peux le dire ainsi, parce que tous les jours qui passent, on voit comment cette Afrique digne résiste, elle résiste, elle existe, elle s'organise de mieux en mieux, mais surtout, elle est décidée d'aller de l'avant pour la reconquête de sa souveraineté. Merci à nos techniciens et heureux d'être sur votre plateau une fois de plus ce matin. Très heureux de vous avoir, Patient Parfendom. On parle de pétrole et de dollars. Jusqu'à preuve du contraire, certains experts pensent que les USA sont en train de jouer leur va-tout en Ukraine. Mais vous savez, avec tout ce que les États-Unis avaient mis en branle comme moyen pour détruire l'Union des républiques socialistes soviétiques, c'était pour essayer de vacuer, de mettre de côté une puissance qui lui imposait ce qu'on appelait pendant longtemps la guerre froide. On appelait l'équilibre de la terreur. Les États-Unis savaient pertinemment que la seule présence de cette entité politique et géopolitique d'ailleurs, militaire qu'on appelait l'Union des républiques socialistes soviétiques, ne lui permettait pas de dicter de manière, j'allais dire, absolue sa vision sur le monde. Malheureusement, ce qui s'est passé en 1991 s'est produit, et pour les États-Unis, c'était un peu comme un boulevard qui était ouvert. Et dans la seconde étape de leur plan d'hégémonie sur l'ensemble de la planète, c'était la destruction de la Chine. Parce que pour elle, la Chine continuait de représenter une menace, comme c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, extrêmement importante. Parce que la Chine avait une population, cette population qui hier encore nous était présentée comme le point faible de la Chine, cette population chinoise est devenue justement l'une de ses meilleures armes. Cette Chine-là qui avait dompté la science à un niveau fort appréciable, mais surtout qui, après être rentré en partie dans la production, s'est avéré être un véritable dragon qui a imposé sa vision du point de vue économique sur le monde, au point qu'aujourd'hui, elle est devenue pratiquement la puissance économique mondiale. Donc, elle avait éliminé les États-Unis, elle pensait avoir éliminé la menace militaire par le biais de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Il suffisait tout simplement d'entamer la destruction et de ce j'allais dire, le split de cette entité qu'on appelait la Chine. Et ils étaient sûrs qu'en partitionnant la Chine, ils devaient avoir pour encore très longtemps une domination, j'allais dire, sans partage de leur vision sur le monde. Malheureusement, comme un sphinx, la Russie, qui est l'héritière par excellence de l'Union soviétique, est ressortie de ses cendres. Cette renaissance de la Russie, à travers un certain nombre de dispositions qui ont été mises en place, mais d'un leadership aussi avéré autour de Vladimir Poutine,
a été la surprise, le cauchemar auquel les États-Unis ne s'attendaient pas. Il faut donc à tout prix détruire la Russie. Et détruire la Russie passe par un certain nombre de plans extrêmement dangereux sur le plan d'abord économique, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan géopolitique. Et c'est ça qui explique la confrontation au niveau de l'Ukraine. Pourquoi? Parce que les États-Unis, leaders de l'OTAN, ont continué, nonobstant les accords qu'ils avaient eus avec Gorbatchev à l'époque sur le fait qu'il y ait une zone tampon qui sera constituée par ces anciennes républiques socialistes qui s'étaient affranchis, n'est-ce pas, de l'Union soviétique. Je peux parler de la Pologne, je peux parler de la Roumanie, je peux parler de la Hongrie. Il faut voir tous ces pays, les pays comme la Lettonie, la Lituanie, etc., etc. Elles n'étaient pas censées appartenir au bloc états-unien. Mais les États-Unis, se disant qu'il n'y avait plus rien en face d'eux, ils ont déroulé. Ils ont continué à progresser, à prendre des pays qui n'étaient pas censés appartenir à leur alliance. Vous savez que le pacte de Varsovie a disparu avec la chute du mur de Berlin, mais l'OTAN, qui répondait à cette confrontation-là, elle est plus que jamais présente. Oui. Et elle n'a fait que se développer au point maintenant de vouloir s'attaquer au renouveau de la Russie, à la refondation de la Grande Russie sous le leadership de Vladimir Poutine. C'est ça qui explique le conflit en Ukraine. Parce qu'on s'est servi de l'Ukraine pendant des années et des années comme laboratoire d'expérimentation de toute cette grande armée qui devait être montée de briques et de brocs, excusez-moi, pour s'attaquer à la Russie. Mais la guerre, elle n'est pas que militaire, elle est électronique, elle est biologique, elle est tout ce que vous voulez. C'est ça qui explique que la Russie, l'Ukraine était devenue l'espace par excellence de toutes ces expérimentations pour se jeter, n'est-ce pas, dans cette guerre multiple contre la Russie et dépecer et détruire la Russie. Mal leur en a pris. C'est une autre réalité à laquelle ils sont obligés de faire face aujourd'hui. Donc c'est la première digue, la première, j'allais dire, réalité à laquelle ils sont obligés de faire face. La seconde viendra plus tard, ça va être la Chine pour la dépecer. Mais on voit bien que c'était un coup de pied dans l'eau. Parce que tous les projets et toutes les programmations qui devaient se baser sur une domination économique, n'est-ce pas, surtout en ce qui concerne le marché des matières premières fossiles, dont le pétrole, le gaz et tout ce qui va avec, mais surtout le pétrole, qui est quand même le carburant par excellence de l'ensemble des industries lourdes sur le plan mondial aujourd'hui. Elle se libellait, la vente du pétrole se libellait exclusivement en dollars. Et ça, depuis 1973 qu'ils ont fait cet accord avec les pays arabes du Moyen-Orient. On l'a surnommé le pétrodollar. Voilà, il est devenu le pétrodollar. Et dans cette affaire de pétrodollar, qu'est-ce qui se passait? Ce sont les États-Unis qui produisent le dollar. Comme l'ensemble des ventes de pétrole sur le plan mondial se fait en dollars, tous les autres pays du monde courent la course pour avoir les dollars. Vous voyez? C'est-à-dire que ce jeu-là qui donnait un avantage, n'est-ce pas, concurrentiel extrêmement important aux États-Unis, qui faisait que toutes les ventes de tout ce qu'on fait dans le monde en pétrole devaient être libellées en dollars et eux, ils tiraient les dividendes de tout achat. Même quand les États-Unis ne vendaient pas, même quand ils n'achetaient pas, eux, ils tiraient les dividendes parce que l'essentiel de ces achats-là se faisait en dollars. Alors, maintenant, avec cette opération militaire spéciale, qu'est-ce qui se passe? La Russie met fin à cette journée. D'abord, les sanctions que les États-Unis avaient d'abord imposées à l'Iran ont obligé l'Iran à trouver des parades et ne plus vendre son pétrole en dollars. C'était la première, j'allais dire, le galop d'essai qui a été concluant et qui a démontré à tous ceux qui étaient opposés à cette hégémonie américaine de voir que, mais attention, les temps ont changé, le monde a changé, on peut faire autrement. Le cas iranien, là, il est là pour nous donner, n'est-ce pas, des raisons d'espérer. Donc, avec cette opération militaire spéciale, qui n'est qu'une réponse aux attaques perfides du bloc états-unien avec à la tête des États-Unis, qui a transformé l'Ukraine en un espace de base arrière, mais surtout une espèce de laboratoire où l'ensemble de ces différentes guerres qui devaient être lancées contre la Russie, je dis qu'elle n'est pas que militaire, elle est électronique, elle est biologique, elle est économique, elle est tout ce que vous voulez,
qui devait être lancé contre la Russie était élaboré. Donc la Russie, ayant non plus la mesure des enjeux, a décidé premièrement, comme l'Europe, elle aussi, la Russie réfléchissait, est éminemment dépendant du gaz russe, comme une bonne partie de l'Europe est éminemment dépendant du pétrole russe. Je peux vous donner les statistiques, mais moi je me méfie beaucoup des statistiques qui sont produites par vos institutions économiques, la Banque mondiale, le FMI et toutes vos banques occidentales, parce qu'elles ne reposent sur rien. Tout ça c'est de bluff. Quand ils ont 2, ils disent qu'ils ont 20. Et quand vous avez 20, ils vous disent que vous avez 1. Encore la fable de l'Afrique ne représente que 1% du commerce mondial. Ça, je ferme la parenthèse. Qui peut croire à une bêtise pareille? Mais ils nous ont vendu ça pendant des années et des années. Et on y a cru. Et beaucoup de nos économistes dans les amphis, c'est ça qui déblatérait, qui racontait des conneries comme ça aux étudiants. Oui, un sénateur américain avait même dit, oui, le niveau de l'Afrique économiquement, elle peut même être amenée à disparaître, personne ne s'en rendrait compte. Vous voyez un mensonge comme ça. Plus de 30 millions de kilomètres carrés qui produit plus de 20%, même, bon, je n'aime pas les chiffres parce que pour moi c'est faux. Tout ça est faux. Mais bon, revenons un peu à notre sujet. Donc voilà la situation qui se pose. Donc la Russie exige que tous ceux qui veulent acheter et son pétrole et son gaz, puisqu'elle a été frappée par des sanctions sur le plan économique et financier, devront libérer les achats, soit en roubles, soit en or. La conséquence est laquelle? La conséquence c'est que les gens peuvent acheter du pétrole aujourd'hui sur le marché international sans avoir besoin de dollars. Donc on casse la suprématie du pétrodollar. Nous sommes en pleine destruction de ce mythe-là, de cette hérésie sur le plan économique. Oui. Et cela enchaîne, il y a ce qu'on appelle un enchaînement de conséquences dans l'ensemble d'autres économies qui s'adossent sur la puissance de l'économie américaine pour résister. C'est le cas de l'Union européenne aujourd'hui. Donc cette dédollarisation des échanges mondiaux a des conséquences dans des pans économiques insoupçonnés et donne aussi de l'espoir de liberté, d'indépendance à d'autres économies du monde qui ne pouvaient pas bouger. Qui l'eût cru d'entendre les États-Unis, après avoir appelé à la destruction de la révolution bolivarienne, penser que comme la Russie a décidé de créer cette digue-là, il est temps pour eux d'aller négocier avec le président du Venezuela pour leur permettre d'acheter le pétrole du Venezuela qui était sous embargo encore hier. Et le pétrole iranien également qui était sous embargo. Donc, c'est pour ça que quand j'appelle d'agilité, il faut que nos décideurs fassent très attention. Le monde est en train de bouger. Il y a des déplacements de curseurs. Il faut les lire. On n'a pas besoin d'être sorti par, je ne sais pas, Harvard pour comprendre ce qui se passe là aujourd'hui. Ce qui se passe là aujourd'hui, c'est que le monde d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Il y a de nouveaux rapports de force qui imposent une nouvelle réalité à la fois géopolitique, économique et politique. À nous de pouvoir nous saisir de ces opportunités qui s'ouvrent à nous. Quand je parle de nous, nous les Africains, pour pouvoir avancer. Donc voilà, nous sommes à la fin de ce pétrodollar. Mieux encore, un pays comme l'Arabie Saoudite, dont les accords étaient nets et clairs. Tu ne peux voir ton pétrole que si les achats se font en dollars. Même l'Arabie Saoudite aujourd'hui accepte des yuan chinois, accepte des roubles russes, accepte d'autres monnaies comme les monnaies iraniennes et brésiliennes. C'était du jamais vu. C'est quelque chose qu'aucun grand penseur, on est prix Nobel d'économie, n'aurait pu penser encore hier. Donc pour l'instant, nous sommes encore dans un grand bluff. Quand vous entendez les projections économiques aux États-Unis, on dit que oui, l'économie américaine a encore produit, comment dire ça, a encore créé 50 000 emplois. Ce sont des histoires. Quel emploi? Ils se créent encore quel emploi? Et cette opération militaire spéciale russe est venue en fait déchirer le voile, qui nous empêchait de voir la réalité. La réalité, elle est laquelle? C'est que quand vous êtes un pays qui se bat pour protéger ses intérêts, elle trouve des solutions pour le faire. Quand vous avez un pays qui n'est pas devenu aveugle quant à la réalité que pour pouvoir vous protéger vos richesses, il vous faut justement avoir une puissance militaire conséquente pour la sécurisation de toutes ces données que vous avez orientation, vous n'êtes plus n'importe quoi. Qui nous cru qu'aujourd'hui ce soit la Chine qui hausse les tons
vis-à-vis des Américains par rapport à Taïwan. Vous savez que Taïwan, sur le plan technologique, a un avantage concurrentiel non négligeable. C'est la question des microprocesseurs. Ils ont un avantage non négligeable. Donc, nous sommes là, dans cette vaste réalité économique et politique là, et géopolitique. Et aujourd'hui, les États-Unis sont dans une situation de délabrement du point de vue de leur, j'allais dire, autorité sur le plan politique incroyable. Délabrement aussi dû à un leadership complètement défaillant. Monsieur Sleeping Joe, vous voyez mon regard. Oui. Donc, comment vous pouvez aller à la confrontation avec un leader comme celui-là? Ça ne peut pas marcher. L'Europe s'est couchée vis-à-vis des lobbies qui dirigent le monde et qui sont basés aux États-Unis. Donc, c'est le monde anglo-saxon qui est aujourd'hui dans une guerre contre ces nouveaux pays émergents. Justement, je voulais vous poser la question. Elle est leader aujourd'hui. En cherchant, en luttant pour sa survie, les États-Unis sont en train d'asphyxier l'Europe et l'Europe reste et regarde sans rien faire. On se pose quand même des questions. Et actuellement, certains leaders européens commencent à se poser la question de savoir est-ce qu'on ne doit pas finalement, l'Europe ne doit pas finalement se séparer des États-Unis? Non, l'élite au pouvoir en Europe, là, ce n'est pas elle. D'abord, on n'arrive pas au pouvoir en Europe qui veut. Il faut être adoubé par les États-Unis. Quand je parle des États-Unis, ce n'est pas la population. Oui, oui. Les 13 familles. Oui, oui, non, voilà. Cette oligarchie politique est dirigée par des lobbies souterrains. Si vous n'avez pas le OK, vous n'êtes pas au pouvoir. Je vous dirais l'attitude des petits micro-pays. Quand ils parlent aux dirigeants européens, l'Estonie, la Lituanie, c'est avec une condescendance hors pair. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Vous avez vu, monsieur, le comédien Zelensky parler aux dirigeants occidentaux, européens? Il y a un problème. On a eu l'impression que Macron n'existait plus. Mais il y a un problème. Pour moi, les écoutes téléphoniques là, que les États-Unis avaient mis en place pour espionner tous les dirigeants européens et occidentaux en général, commencent à produire les effets. Les effets, c'est quoi? Ça veut dire qu'ils ont des tas de dossiers sur tout ce monde-là. Qui ne vous dit pas que les occidentaux connaissent en réalité qui est Macron? Son affaire de son mariage avec sa grand-mère, là, vous croyez que c'est quoi? Donc le gars est obligé de s'indigner comme un enfant de la Syrie à qui le maître a donné l'ordre. Vous avez vu Macron face à Zelensky? Ça ne vous a pas posé un problème? Moi, je suis trop curieux. Hein? Les symboles comme ça, les images, je regarde. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Olaf Scholz, le nouveau chancelier allemand. Les gars tournent, envoyez-nous les trucs. Non, ce que vous avez envoyé n'est pas bon. L'Allemagne joue un mauvais jeu. Même comme on a fait un petit gribouillage là, en essayant de révoquer l'ambassade d'Ukraine en Allemagne, mais le mal était fait. Il a traité Olaf Scholz de... mais je ne sais pas. Hein? Donc c'est ça pourquoi. Parce que les gars là, ils ont des informations sur le Olaf Scholz. Et ceux qui leur demandent de parler comme ça des gens aux Occidentaux, parlez-les comme on parle aux enfants. Celui qui lève la tête, on le fracasse. Voilà ça, comme on dit chez moi au Cameroun, voilà ça qui arrive. Des histoires de viol de Olaf Scholz sur les filles sont déjà en train de sortir. Ne vous étonnez pas que demain, après-demain, on lance une occasion pour sa révocation. C'est ça. Ils ont des dossiers sur tout ce monde. Et c'est pour cela que moi, je ne rêve pas. Il n'y aura pas une révolte de l'élite politique européenne pour se révolter contre des positions complètement irréalistes, j'allais dire inopérantes, j'allais dire économiquement, ils vont au suicide dans laquelle les Américains. Et les Américains, ils ont 2 ou 3 objectifs. Premier objectif, il fallait couper le pont entre l'Europe et la Russie. Pourquoi? Parce que l'idée d'une Euro-Asie qui serait très dépendant ou bien interdépendant de la Russie faisait donner la possibilité à ce que l'Europe, les dirigeants européens et l'Europe en général ne soient plus trop dépendants des États-Unis. Et je vous pose cette question, sur laquelle vous êtes en train de répondre d'ailleurs. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les dirigeants européens à se mettre ensemble avec la Russie pour former un autre bloc? Je vous dis que c'est impossible. Parce que leur élite est dirigée de loin par les Américains, qui aujourd'hui ont laissé ces gens-là prendre le pouvoir, mais ils ont des types d'informations extrêmement sensibles sur eux. Quand vous voyez en France, parce que quelqu'un a été soupçonné d'avoir eu des attitudes
un peu bizarre avec une fille, le gars démissionne. Vous vous imaginez si on sort le vrai dossier des gars qui dirigent l'Occident aujourd'hui? Quand si on sort le dossier, c'est terrible. Chacun se permet de dire n'importe quoi. Bon, le dernier en date, c'est Lech Walesa qui a dit qu'il faut dépecer de la Russie pour qu'elle ait une population avoisinant 50 millions d'habitants seulement. Comment quelqu'un peut parler comme ça? Ces gars n'ont plus de retenue. Mais quand vous voyez les gens qui se lâchent comme ça, toute bride perdue, ça veut dire qu'ils sont dans des difficultés incroyables. Si l'Europe, je veux dire les États-Unis, suivis par l'Europe, continue d'entretenir cette guerre-là, qui en réalité devait déjà s'arrêter, parce que Zelensky, c'est un monstre pour son peuple. Un véritable monstre pour son peuple. Parce qu'un homme réfléchi, qui dirige un pays, ne peut pas accepter ce niveau de destruction des dégâts. Sur le français, peut-être qu'il combat pour la démocratie. Donc Zelensky, là, lui-même, c'est un danger pour les Ukrainiens. Je continue de me poser la question, s'il n'y a pas de véritable militaire en Ukraine. Peut-être qu'on ne le voit pas. Peut-être qu'il y a des espaces que personne ne voit. Et que le montage, on voit souvent, il est au front, souvent avec des militaires. C'est des montages comme d'habitude. Comme le montage de la population qui est en train de se faire massacrer à Benghazi, alors que c'était tourné dans un studio de film qatari. Vous comprenez? Parce que je ne comprends pas. Le niveau de destruction, de perte, même en vie humaine, de l'armée ukrainienne, quelqu'un qui réfléchit, qui a toute sa tête, ne peut pas se le permettre. Il aurait déjà dit non, 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 arrêtez. J'arrête. J'accepte d'aller aux négociations. Mais ils ont sous-estimé la volonté, la détermination de la Russie. Peut-être c'est parce qu'ils pensent que l'histoire ne sert à rien. S'ils se seraient référés un peu à l'histoire de la Russie, ils n'auraient pas pris ces risques. Et Vladimir Poutine avait dit dès le départ, nos objectifs, nous allons les atteindre soit par la négociation, soit par la guerre. Il avait été clair là-dessus. Et les gens pensaient qu'ils ont affaire à l'aide des gens africains qui manipulent comme ils veulent. Donc voilà. Il ne faut rien attendre des Européens. Mon espoir, c'est le réveil des peuples européens, comme je l'ai vu dernièrement. On n'en parle pas, M. Ngoz. Ce qui s'est passé dernièrement, par exemple, aux Pays-Bas, la marche et la mobilisation des paysans aux Pays-Bas, mais c'est grave. Mais on n'en parle pas parce qu'on ne veut pas amplifier un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur. Ce qui s'est passé aux Pays-Bas, que j'ai aussi vu un peu en Espagne, prépare un véritable tsunami au niveau du continent européen. Mais les politiques européens serrent les dents. Ils serrent les fesses. Ils se disent, on va tenir parce que nous sommes sûrs que d'un moment à l'autre, Poutine va s'écrouler. Poutine leur a dit que la vraie guerre n'a même pas encore commencé. On n'a même pas encore commencé la guerre en Ukraine. C'est ce que Poutine leur a dit dernièrement. Hein. Donc, quand vous êtes donc face à ces réalités-là, vous ne pouvez pas continuer à avoir ce ton qui est avancé par ces dirigeants s'ils ne sont pas complètement soit lobotomisés, soit comment dire ça, prisonniers de quelque chose de très puissant. Donc, ils savent pertinemment que si cette question-là est sûre de leur peuple ou bien du grand public, alors là, on va vite découvrir qu'il n'y a rien. L'hégémonie états-unienne. Je le souhaite. Je le souhaite. Mais il pourra être précipité que si le ventre mou de la géopolitique mondiale, que l'Afrique se réveille enfin. Parce que si l'Afrique se réveille et décide de se reprendre en main, de reconquérir sa souveraineté, je peux vous dire que l'hégémonie américaine, ça va être un passé lointain encore d'ici quelques temps. Mais si l'Afrique continue d'être dans ces égarements, dans ces situations où on dit oui, il y a une guerre Kagame, Tshisekedi, ils vont se réunir en Angola. On nous dit que oui, ils ont dit qu'ils ont mis fin à la guerre. Après, vous entendez des sons de cloche qui sortent de Kigali qui disent que non, le document qu'on promène sur la toile, non, on ne connaît pas, on n'a pas signé un truc pareil. Donc la guerre doit continuer. Quand vous avez des dirigeants comme ça, qui ne voient pas l'intérêt de nos populations, de nos peuples, et du peuple africain, effectivement, c'est ça qui va donner encore du temps de répit aux États-Unis de pouvoir continuer leur fuite en avant. Mais ce n'est qu'une fuite en avant. L'hégémonie américaine, elle est programmée pour mourir. Elle est programmée pour mourir. Pourquoi? Parce qu'elle ne produit que l'injustice. Elle ne produit que de l'iniquité. Elle ne produit que la destruction, la mort, les larmes, le sang. Elle ne produit rien qui ressemble à quelqu'un que humanisme. Dans le monde aujourd'hui,
est en train de tourner cette page-là, de cette violence. Quand vous comptez le nombre de guerres que les États-Unis ont eu à mener à travers le monde, mais c'est pas possible. C'est cauchemardesque. Mais un leadership pareil est voué à la disparition. Même la Rome antique, qui était hyper dominant dans le pourtour de la Méditerranée et d'autres espaces européens, a quand même disparu. Ce ne sont pas les Américains qui vont résister. Ils portent en eux-mêmes les germes de leur propre destruction, que ce soit sur le plan économique, sur le plan moral, sur le plan culturel, sur le plan politique. Ils portent en eux-mêmes les germes de leur propre destruction. Quand vous êtes sur le plan moral, les gens qui estiment maintenant qu'il faut qu'un homme épouse un homme. C'est ça la valeur. Une femme épouse une chèvre. C'est ça la valeur. Comment vous pensez que vous pouvez résoudre ce problème? Et je pense que c'est pour cela que dans certains États américains, la question de l'avortement, là, on peut se la traiter que vous voyez les gens, ils ne s'occupent pas des droits humains, ils ne s'occupent pas des droits de la femme, etc., etc. Non, non. Dans certains États américains, les gens voient le danger venir. Point à l'horizon, c'est quoi? C'est le vieillissement de leur population. Il n'y a pas un renouvellement mécanique de leur population. Ils voient la horde des populations latino qui font des milliers de kilomètres à pied pour venir toquer à leur porte au niveau de leur frontière avec le Mexique. Ça pose un problème de coderme européen. Ils comprennent très bien qu'il y aura des bouleversements au niveau de la population américaine qui, tôt ou tard, ne sera plus dirigée par eux, les anglo-saxons. Prenez un pays comme un État comme l'État de la Californie. En Californie, aujourd'hui, la première langue, ce n'est pas l'anglais. La plus parlée. La première langue la plus parlée aujourd'hui, la langue la plus parlée aujourd'hui en Californie, c'est l'espagnol. Oui. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences du point de vue du bouleversement de la population californienne. Ne l'oubliez pas. Bon, je n'aime pas beaucoup leurs statistiques. Ils disent que si la Californie était un État indépendant, elle serait la troisième puissance mondiale. Ça veut dire que ils sont en train de nous dire que l'hégémonie anglo-saxonne, avec le lobby dans leur cercle mystico-religieux bizarre là, ce n'est plus eux qui dirigent le monde aujourd'hui. Vous avez déjà vu ce qui se passe? Les gens qui partent du Guatemala, de Salvador, qui font des milliers de kilomètres à pied pour dire non, on suit la direction de nos richesses. J'ai l'habitude de dire ça. Nos gamins qui meurent en Méditerranée, oui. C'est les effets collatéraux. Mais ces gars-là, pourquoi ils ne vont pas en Afrique du Sud, ils vont là-bas? Parce qu'ils font que suivre la voie qu'a emprunté les richesses qui sont pillées chez nous. Le bois, le coton, l'or, le diamant. Ils ne font que suivre cette voie. Ils ont bien compris qu'on leur a empêché de pouvoir créer un véritable paradis chez eux. Donc, ils suivent la voie de pillage systématique de leur richesse, la voie que ces richesses empruntent, et eux aussi la suivent. Et ils rentrent en Europe pour aussi essayer de prendre une petite partie de cette richesse qui leur a été spoliée. Donc, je pense sincèrement que nous sommes aujourd'hui, quand on analyse profondément, sur le plan culturel, sur le plan de la morale, sur le plan de la politique, sur le plan de l'économie, le monde aujourd'hui, l'Amérique, c'est fini. C'est le début de sa fin. C'est le début de la fin de l'hégémonie américaine. Pourquoi? Parce que cette manière de vivre, cette manière de dominer de manière outrecuidante le monde a fini par produire, comme le disaient les grands penseurs du 19e siècle, les germes de sa propre destruction. Et moi, je ne suis pas étonné qu'il suffit tout simplement qu'il y ait un petit vent, un petit courage, comme Poutine nous le démontre aujourd'hui, au niveau de notre continent africain. Et rapidement, je peux vous dire que ce qui se passe aux États-Unis, ça va être beaucoup de larmes, parce que la suprématie, la domination, j'allais dire, excessive des États-Unis prendra fin. Et vous voyez, aux États-Unis, je suis sûr qu'à l'heure où nous parlons, on a tué quelqu'un par une arme. Chaque jour qui passe, on tue des gens par les armes, surtout les Noirs. 90% de ceux qui meurent sont évidemment les Noirs, parce que pour eux, nous ne vont pas exister. Nous sommes battus pour les droits civiques, mais curieusement, ce sont des gays et lesbiennes LGBT+, qui ont profité de toute cette lutte-là. Mais ce n'est pas grave, le combat continue. Et vous avez aussi entendu que dernièrement en Afrique du Sud, il y a eu des fusillades qui ont coûté, je crois, 14 morts et 6 à 4 morts après. Oui. Ça veut dire qu'il y a une contamination qui va se faire dans cet espace économique. Et le monde capitaliste néolibéral est en train de vivre, à mon sens, ces derniers jours, à condition que l'Afrique, qui, comme je le dis,
constitue ce ventre mou se réveille. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié l'Éthiopie. Beaucoup apprécié l'Éthiopie. Parce que l'Éthiopie ne s'est pas soumis au diktat des Occidentaux pour qu'on partitionne de nouveau son pays comme l'a fait pour le Soudan. Nous n'oublions pas que John Garang, qui était le leader de ces rébellions-là, n'était pas pour la partition du Soudan, mais il était pour une autonomie large du Sud-Soudan. Au stade de course, on a coupé le Soudan en deux et 90 minutes. 90 minutes après la proclamation de l'indépendance de ce Soudan-là, l'ambassadeur américain est venu reconnaître l'indépendance de ce Sud-Soudan. Ça vous dit que c'est qui était la manœuvre dès le départ. Aujourd'hui, un grand pays comme l'Éthiopie, c'est pour cela que l'actuel dirigeant éthiopien a tout fait pour avoir de bonnes relations avec ses frères érythréens qui, à un moment donné, ont été manipulés par les Occidentaux, ne peut pas avoir pour cette débauchée, je veux dire que l'Éthiopie ne peut pas avoir pour cette débauchée Djibouti, alors qu'ils ont un accès à la mer quasi naturel, mais que les Américains ont tout fait pour essayer de se solutionner et la remettre aux Érythréens qui, avec beaucoup de chance, ont compris aujourd'hui que le développement de l'Érythrée passe aussi forcément par le développement de l'Éthiopie et vice-versa. Merci beaucoup. Pasteur Bafounoum, tu avais été là ce matin. C'est moi qui vous remercie et je continue de dire à tous ceux qui pensent à l'Afrique de ne pas se décourager. C'est par petits bouts comme ça que nous allons finir par construire, n'est-ce pas, cette masse critique dont nous avons tant besoin. Nous ne sommes contre aucun peuple, mais nous sommes contre des lobbies, et n'est-ce pas, et certaines ethnies fondées sur une domination raciste, n'est-ce pas, du monde. Nous sommes contre ces gens-là parce qu'ils ne donnent pas de la valeur à l'être humain. L'être humain, c'est quelque chose de puissant, créé par le Dieu créateur. Nos ancêtres, et de l'Ombié, tout ce que vous voulez, chacun dans son aire géographique respectif, ont légué la possibilité d'avoir un continent, une planète où il fait bon vivre, en vivant en harmonie avec cette réalité humaine qu'est cette planète. Mais le monde capitaliste n'est que destruction, n'est que pleurs, n'est que déchirement, n'est que viol en permanence de l'être humain. Et ça ne peut pas prospérer très longtemps. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.